Je m'appelle Julien. J'ai aujourd'hui 31 ans, et si vous m'aviez croisé il y a une décennie dans les rues pavées du vieux Lyon, vous n'auriez probablement vu qu'une silhouette effacée, un jeune homme aux épaules un peu voûté, cherchant son reflet dans les vitrines sans jamais tout à fait le trouver. Je suis né dans une famille où la lumière était une ressource rare, et elle était presque entièrement captée par un seul astre, mon frère aîné, Adrien. Adrien était ce que le monde appelle un « enfant prodige ». À l'école, il ne se contentait pas de réussir, il dominait. Il était le capitaine de l'équipe de basket, le délégué de classe charismatique, celui dont les professeurs parlaient avec des trémolos dans la voix. Mes parents, Marc et Éléonore, vivaient à travers lui. Notre maison était un sanctuaire à sa gloire, ses trophées s'alignaient sur la cheminée, ses diplômes étaient encadrés dans le couloir. Tandis que mes propres dessins ou mes carnets de notes étaient relégués dans des tiroirs, ou pire, oubliés sur le coin de la table de cuisine. Moi, j'étais le calme. Celui qu'on n'entendait pas. J'aimais la mécanique des choses, le silence des bibliothèques et la poésie des lignes droites. Je passais mes après-midi à démonter de vieilles horloges pour comprendre le secret du temps, ou à dessiner des plans de maisons imaginaires où chaque pièce aurait été baignée d'une lumière égale. Julien est dans sa bulle, disait souvent ma mère avec un soupir qui ressemblait à de la pitié. On espère qu'il finira par en sortir. Grandir ainsi, c'était apprendre à vivre en apnée. On finit par croire que sa propre voix n'a pas de poids, que ses rêves sont des futilités face au destin impérial d'un frère qui, à peine sorti d'une grande école de commerce, portait déjà des costumes sur mesure et parlait de « fusion-acquisition » comme d'autres parlent de météo. Le moment de rupture, celui qui a gravé une cicatrice indélébile dans ma mémoire, s'est produit lors d'un soir de juillet. Nous étions dans la maison de campagne de mes grands-parents, dans la Drôme. L'air était lourd du parfum des lavandes et du chant des cigales. C'était une fête pour célébrer la promotion d'Adrien, devenu senior consultant, dans un cabinet prestigieux à Paris. Tout le monde riait. Le vin coulait. Mon père portait un toast, les yeux brillants d'une fierté presque douloureuse à regarder. À Adrien, disait-il. Le moteur de cette famille. Celui qui nous emmène toujours plus haut. Pendant un instant, durant le dessert, j'ai essayé de partager une petite victoire. Je venais de lancer, en autodidacte, une version bêta d'un logiciel de conception architecturale durable que j'avais baptisé Aura. C'était mon bébé, le fruit de 2 ans de nuit blanche. Maman, j'ai eu mes 10 premiers utilisateurs payants aujourd'hui sur Aura, murmurai-je. Ma mère s'est tournée vers moi. Elle a ri, un rire léger, presque musical, mais qui a tranché mes espoirs nets. C'est mignon, Julien. Tes petits sites web. Mais regarde ton frère. Quand vas-tu enfin devenir quelqu'un comme lui? Quand vas-tu embrasser une vraie carrière? Le silence qui a suivi dans ma tête était assourdissant. Autour de nous, la fête continuait, mais pour moi, le décor s'était effondré. J'ai regardé Adrien, qui se pavanait en racontant une anecdote sur un dîner d'affaires à 500 €, et j'ai compris. Je ne serai jamais quelqu'un, à leurs yeux, parce que leur définition de la valeur était une prison de chiffres et d'apparence. Ce soir-là, sous les étoiles de Provence, j'ai pris une décision. Non pas celle de me venger, mais celle de disparaître. Pour mieux naître à moi-même. Je suis rentré à Lyon et j'ai coupé les ponts. Pas de manière brutale ou colérique, mais avec une lenteur méthodique. J'ai arrêté de venir au déjeuner du dimanche où je n'étais qu'un spectateur de la vie d'Adrien. J'ai arrêté de justifier mes choix. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans un studio de 20 mètres carrés sous les toits, dans le quartier de la Croix-Rousse. C'était ma période de monachisme technologique. Le matin, je travaillais comme graphiste en freelance pour payer le loyer et mes pâtes au beurre. Le reste du temps, je bâtissais Aura.
J'ai appris la patience. J'ai appris que la confiance en soi ne vient pas des applaudissements des autres, mais de la solidité de ce que l'on construit seul. Dans le noir. Ma mère m'appelait de temps en temps, toujours pour me raconter les exploits d'Adrien. Adrien s'était acheté une montre à 8 000 €, Adrien allait épouser Camille, la fille d'un industriel influent. Et toi, Julien? Toujours dans tes dessins? Tu devrais appeler ton frère, il pourrait peut-être te trouver un poste au service courrier de sa boîte. Je souriais au téléphone. Je vais bien, maman. Je trace ma route. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Aura était en train d'exploser. Ce n'était plus un petit site. C'était devenu l'outil de référence pour les architectes écologiques en Europe du Nord. À 28 ans, je gérais une équipe de 15 personnes à distance. Mon compte en banque affichait des chiffres que mon père n'aurait jamais imaginés, mais je n'en disais rien. Je roulais toujours avec ma vieille bicyclette et je portais les mêmes pulls en laine. La richesse, pour moi, c'était la liberté de ne plus avoir à prouver quoi que ce soit. Vint le mariage d'Adrien. Un événement mondain dans un château du Beaujolais. Mes parents avaient mis toutes leurs économies près de 80 000 €, selon les rumeurs, pour offrir à leur fils le mariage qu'il méritait. J'y suis allé, par respect pour le sang, mais aussi comme un anthropologue. Observant une tribu lointaine. J'étais assis à la table des cousins éloignés. Près des cuisines. J'ai regardé Adrien descendre d'une décapotable de location, l'air d'un conquérant. J'ai écouté les discours. Mon père a pris le micro. Adrien est notre plus grande fierté. Il est le pilier sur lequel nous reposons. Puis, jetant un regard distrait vers ma table, et nous sommes heureux que Julien soit là aussi, malgré son parcours atypique. La salle a ri poliment. J'ai bu une gorgée de vin, sentant une paix étrange m'envahir. Ce n'était plus de la douleur. C'était une distance salutaire. J'étais un étranger dans ma propre famille, et cet exil était mon plus beau cadeau. Mais sous le vernis, les fissures commençaient à apparaître. J'observais Adrien. Ses yeux étaient cernés, ses mains tremblaient légèrement quand il ne tenait pas une coupe de champagne. Sa nouvelle épouse, Camille, passait plus de temps à vérifier les likes sur ses photos qu'à regarder son mari. Quelques mois après le mariage, la réalité a rattrapé les faux-semblants. Un mardi soir, mon père m'a appelé. Sa voix était méconnaissable, brisée. Julien. C'est Adrien. Il y a un problème. Le problème, c'était que le brillant consultant vivait au-dessus de ses moyens depuis des années. Pour maintenir son train de vie, ses costumes, ses voitures et ce mariage pharaonique, il avait accumulé des dettes massives. Pire encore, il avait emprunté de l'argent sur les comptes d'épargne de mes parents, utilisant une procuration qu'il lui avait donnée par une confiance aveugle. Il avait fait une crise de nerfs au bureau. Il était en arrêt maladie, incapable de faire face aux créanciers. Le pilier de la famille venait de s'effondrer, menaçant d'entraîner mes parents dans sa chute. Ils ont organisé une réunion d'urgence dans l'appartement familial de Lyon. L'ambiance était celle d'une veillée funèbre. Adrien était là, prostré sur le canapé, sans son masque de conquérant. Ma mère pleurait en silence. On va perdre l'appartement, a dit mon père, les mains jointes comme pour une prière. Adrien a besoin de 150 000 € pour éponger les dettes les plus urgentes et éviter les poursuites. On n'a plus rien. Ils se sont tous tournés vers moi. Pas avec amour, mais avec un espoir. Désespéré, comme on regarde une bouée de sauvetage inattendue. Julien, a murmuré ma mère, tu as sûrement mis un peu d'argent de côté avec tes petits boulots? Peut-être que si tu faisais un prêt pour ton frère? Pour nous? C'était le moment que le Julien, de 14 ans, aurait utilisé pour hurler sa colère. Mais l'homme que j'étais devenu n'avait plus besoin de cris. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant les lumières de la ville.
J'ai l'argent, ai-je dit calmement. Un soupir de soulagement collectif a traversé la pièce. Adrien a levé les yeux. Une lueur d'arrogance revenant déjà dans son regard. Mais je n'avais pas fini. J'ai l'argent, et bien plus encore. Ma société, Aura, a été valorisée à 120 millions d'euros le mois dernier. Je pourrais payer vos dettes 10 fois 100. Sourciller. Le silence qui a suivi était d'une densité absolue. Mon père a bégayé, 120 millions? Mais comment? En étant, quelqu'un, papa. Mais quelqu'un que vous n'avez jamais pris la peine de regarder. Je me suis tourné vers Adrien. Je vais payer les dettes de maman et papa. Je vais m'assurer qu'ils ne perdent pas leur toit. Mais je ne te donnerai pas un centime pour ton train de vie, Adrien. Pas de voiture, pas de montre, pas de luxe. Tu vas vendre tout ce que tu possèdes. Tu vas apprendre ce que signifie travailler sans filet. Ma mère s'est approchée de moi, tentant de me prendre la main. Oh, Julien, mon chéri, on a toujours su que tu avais un grand cœur. Je me suis reculé doucement. Non, maman. Ne réécris pas l'histoire. Vous n'avez pas cru en moi. Vous m'avez utilisé comme faire-valoir pour la gloire d'Adrien. Je vous aide parce que vous êtes mes parents et que je refuse d'être le monstre que cette famille a failli créer. Mais je ne suis plus votre enfant malléable. À partir d'aujourd'hui, mes limites sont claires. Les mois suivants ont été une lente reconstruction. Adrien a dû quitter son poste et entamer une thérapie. Il travaille aujourd'hui dans une petite librairie, loin des projecteurs de la finance. Pour la première fois de sa vie. Il semble réel. Moins brillant, certes, mais plus humain. Mes parents ont dû apprendre la modestie. Ils ne se vantent plus de leur fils. Dans les dîners. Quand ils parlent de moi, il y a une hésitation dans leur voix. Une forme de respect mêlé de crainte. Ils ont compris que l'amour ne se gagne pas par le succès, mais par l'attention portée à l'âme de l'autre. Quant à moi, j'habite une maison que j'ai dessinée moi-même, sur les hauteurs de la ville. C'est une maison de verre et de bois, où la lumière entre partout. Sans exception. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur. Ma valeur réside dans le silence de mes matins, dans la solidité de mes principes et dans la capacité que j'ai eue de pardonner sans oublier. Parfois, le dimanche, je les invite à dîner. On ne parle plus de business, de millions ou de prestige. On parle du jardin, du goût du pain, du temps qui passe. L'autre soir, alors que nous terminions le repas, ma mère m'a regardé longuement. Elle n'a rien dit, mais elle a posé sa main sur la mienne. Pour la première fois, ce n'était pas une demande. C'était une reconnaissance. Je n'ai pas eu besoin de devenir quelqu'un comme mon frère. J'ai simplement eu besoin de devenir moi-même. Et dans ce voyage vers la lumière, j'ai découvert que la plus belle des réussites n'est pas celle que l'on affiche, mais celle que l'on ressent, en paix, au fond de son propre cœur. Le chemin est encore long, et les cicatrices sont là, comme les nervures d'un bois précieux. Mais aujourd'hui, quand je regarde mon reflet dans le miroir, je ne vois plus une ombre. Je vois un homme debout. Libre. Enfin.